Cette semaine s'est attribué le mérite des travaux effectués par le gouvernement lors des inaugurations et des poses de première pierre effectuées. Aujourd'hui, le président de la République s'est rendu à des inaugurations et a visité des chantiers en cours dans la commune du district d'Ambujachim. Il s'agit pourtant de travaux effectués par le gouvernement précédent et qui ne font pas partie des projets présidentiels. Après 2 mois avant la tenue de l'élection présidentielle, une enquête effectuée par l'OCCRP a permis de découvrir que c'est durant le régime HVM que le trafic de bois de rose a atteint son paroxysme. Et au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle confirme la victoire d'Emerson Mnangagwa. L'opposition contestait les résultats. L'ex-bras droit de Robert Mugabe est officiellement élu pour 5 ans. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une cette semaine, le chef d'État s'est attribué le mérite des travaux effectués par le gouvernement lors des inaugurations et des poses de première pierre effectuées. Aujourd'hui, le président de la République s'est rendu à des inaugurations et a visité des chantiers en cours dans la commune d'Ivat, district d'Ambujachim. Il s'agit pourtant de travaux effectués par le gouvernement précédent et qui ne font pas partie des projets présidentiels. Reportage de Andra Arsan. 2 semaines avant le délai imposé au président de la République pour déposer sa démission, puisqu'il est candidat à la prochaine élection présidentielle, le chef d'État enchaîne les inaugurations et les visites de chantier. Des faits qui étonnent l'opinion publique puisqu'il s'agit d'une tâche qui revient aux membres du gouvernement. Ces infrastructures ont été faites par des communes et le gouvernement précédent et ne font pas partie des projets présidentiels. Les visites effectuées par le président Irradson Armapian dans la commune d'Ivat, au district d'Ambujachim ce jour, en sont des exemples concrets. Aujourd'hui, le chef d'État a visité le marché communal, un chantier que l'ancien chef du gouvernement Sulnajas Namaafal comptait débuter quelques jours avant son limogeage. Il s'agit là d'une forme de pré-campagne électorale où sont utilisés des biens et de l'argent appartenant à l'État, d'après l'opinion publique. Et à l'instar des partis politiques et associations qui ont déclaré soutenir l'ancien président de la transition André Rajoelina depuis son dépôt de candidature à la présidentielle auprès de la HCC, le Parti Vert et le Parti Liarec ont aujourd'hui annoncé officiellement leur soutien au président fondateur de l'IEM. Selon les explications des représentants de ces partis, ils ont été convaincus par l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Et actualité économique, après 2 mois avant la tenue de l'élection présidentielle, une enquête effectuée par l'OCCRP a permis de découvrir que c'est durant le régime HVM que le trafic de bois de rose a atteint son paroxysme. Le respect des lois en vigueur est le seul moyen de mettre un terme à de tels délits, selon un responsable au niveau du ministère de l'Environnement. Reportage de Miantan Janef. Au cours du régime dirigé par le président Irradson Armapian, le trafic de bois de rose a gagné de l'ampleur. D'après une enquête effectuée par Organized Crime and Corruption Reporting Project, les exploitations forestières illicites ont atteint son paroxysme en 2017. Cette organisation a placé Madagascar à la 4e position en matière d'exploitation forestière, après le Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie. D'après ce classement, et à la veille des élections et de l'ouverture de la campagne électorale, certains se font passer pour des journalistes afin d'arnaquer des politiciens. Cool TV FM a fait partie des victimes de ces usurpations de titres. Cette situation risque de dégénérer si aucune mesure n'est prise. Reportage.
À la veille de la tenue de l'élection présidentielle, de plus en plus de personnes usurpent le titre de journaliste. De nombreux médias audiovisuels en sont victimes. Dernièrement, une personne s'est fait passer pour un journaliste de Cool TV et a arnaqué un candidat de la présidentielle de plusieurs millions au moment du dépôt de dossier de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le premier cas d'usurpation de titres noté dans le milieu du journalisme. Toutefois, ces pseudo-journalistes se sont de plus en plus nombreux. Ces imposteurs soutirent une certaine somme d'argent à des leaders de manifestations ou des politiciens sans que les informations ne soient ensuite publiées. Une situation qui déshonore le métier de journaliste et qui risque pourtant d'empirer au cours de ce processus élection, notamment au moment de la campagne électorale, si aucune mesure n'est prise par les responsables au niveau du ministère concerné, des organes de presse et de l'ordre des journalistes. Lors du premier tour du scrutin qui aura lieu le 7 novembre prochain, les journalistes devront se munir d'un badge accrédité par la Commission électorale nationale indépendante. Les dossiers relatifs à cette demande d'accréditation doivent être déposés auprès de la Commission électorale de district ou de la Commission électorale nationale indépendante 20 jours au plus tard avant la date du scrutin. Il faut savoir que le fait qu'aucune nouvelle carte de presse n'ait encore été distribuée favorise la croissance du nombre de pseudo-journalistes, un sujet qui est source d'altercation entre l'ordre des journalistes et le ministère de la Communication et des relations avec les institutions. Et avant de passer aux actualités internationales, les transporteurs ne sont pas d'accord avec la note publiée par l'Agence des transports terrestres mardi dernier, une décision qu'ils interprètent comme une discrimination. Ainsi, ces transporteurs menacent de tenir une manifestation. Reportage. L'Agence des transports terrestres a publié une note le 22 août dernier exigeant que les transporteurs effectuent une contre-visite et fassent une demande d'attestation pour les véhicules de transport public de la capitale mis en location 2 jours avant leur départ, des conditions valables pour tout véhicule qui a servi depuis plus de 20 ans. Les transporteurs ne peuvent également plus transporter des voyageurs sur plus de 100 km. De nombreux points de cette note sont rejetés par les transporteurs. Pour nous, il s'agit de discrimination car il y a également des véhicules de transport public urbains et suburbains en province qui sont mis en location pour un trajet de plus de 100 km et qui n'ont pourtant pas reçu une telle note. L'ATT, qui est un organisme de régulation, est devenu un organisme de répression. Ces conditions devraient s'appliquer à tous les transporteurs parce que nous constatons qu'il y a des véhicules qui sont dans des états plus déplorables que les nôtres parmi les véhicules de transport des lignes nationaux et régionaux et qui font pourtant sans problème des allers-retours. Les transporteurs ont déclaré qu'organiser un dialogue est encore possible pour éviter une manifestation. Les transporteurs sont en colère à cause de cette décision. Si le gouvernement ne prend aucune mesure par rapport à la décision de l'ATT, il se peut que nous fassions une nouvelle fois grève. D'autre part, les transporteurs ont tenu à rappeler qu'ils réclament toujours la baisse du prix du carburant, une demande qui jusqu'à ce jour n'a toujours pas été considérée. Et place maintenant aux actualités internationales. Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle confirme la victoire d'Emerson Mnangagwa. L'opposition contestait les résultats et l'ex-bras droit de Robert Mugabe est officiellement élu pour 5 ans. Reportage de France 24. Que les juges de la Cour constitutionnelle ont estimé, c'est que l'opposition n'avait pas de preuves. Alors vous savez, c'est assez ubuesque, parce que la Cour constitutionnelle aurait donc voulu que l'opposition ait les preuves concrètes des trucages. L'opposition, en fait, a fait des savants calculs parce qu'elle n'avait pas accès aux procès-verbaux. C'était leur principal argument. Les procès-verbaux qui ont été signés par les agents électoraux, par les observateurs dans chacune des 10 000 stations de vote,
vote n'ont pas été mises à disposition du public, ni des observateurs, ni des partis politiques. Mais ce sont ces fameux procès-verbaux que l'opposition aurait dû fournir à la Cour. Alors c'est quand même assez ubuesque. La Cour parle de primary evidence, qui est l'évidence primaire, que bien évidemment l'opposition n'avait pas. Mais l'opposition, en prouvant qu'il y avait des électeurs fantômes, en prouvant qu'il y avait des stations de vote qui avaient compté double, eh bien, a montré que Emmerson Mnangagwa, finalement, a eu plus de votes qu'il n'aurait dû en avoir. Donc voilà, c'est un jugement assez ubuesque qui, cependant, ne surprend pas vraiment grand monde, car au Zimbabwe, dans les 5 précédentes élections, l'opposition a toujours été en justice, et que ça soit en 2002, que ça soit en 2008, que ça soit en 2013, eh bien l'opposition a toujours perdu, car le pouvoir judiciaire a toujours été très lié au pouvoir politique. Absolument, mais survécu quand même par la force. Il faut quand même pas oublier qu'Emmerson Mnangagwa, qui va donc être investi président de la République ce week-end, eh bien est arrivé quand même via un coup d'État, qu'il a été légitimisé par des élections quand même très très contestables. Donc un pouvoir qui tient par la force, mais qui sera encore plus fort, car les élections législatives lui donnent quand même une très large majorité au Parlement. Donc on s'attend malheureusement au Zimbabwe pas à un système plus démocratique, pas un système plus souple, mais par un pouvoir très fort, tenu par l'armée, et où le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant. Et le Pérou comptera bientôt un demi-million de réfugiés vénézuéliens. Conséquence de la crise migratoire, le Pérou exigera un passeport à partir de demain. Reportage. Entre l'Équateur et le Pérou. Pour ces milliers de réfugiés vénézuéliens, c'est une course contre la montre. Dans quelques heures, les autorités péruviennes exigeront un passeport pour entrer sur le territoire. Une décision annoncée par le Premier ministre et prise avant lui par l'Équateur. Problème, l'obtention de papiers au Venezuela est devenue quasi impossible. Ça fait 2 ans que j'attends mon passeport et qu'ils ne me le donnent pas. Il y a eu des problèmes, ils m'ont dit de déposer une plainte, d'annuler la demande. J'ai fait tout ça, ils disent que ce sera bon dans les 15 jours et voilà, ça fait 2 ans. La vague de migration venue du Venezuela s'est amplifiée ces dernières semaines en raison de la crise économique et humanitaire. Principaux pays d'accueil, la Colombie, suivie de l'Équateur, du Pérou et du Brésil. Depuis 3 ans, 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays selon les Nations Unies. Jamais l'Amérique latine n'avait connu un tel exode. De quoi prendre de court les pays de la région où la population locale se montre parfois hostile à ces arrivées. Comme ici au Brésil, où un refuge pour migrants avait été incendié par des villageois la semaine dernière. Pour mieux répondre à la crise, un sommet regroupant les 13 États de la région, dont le Venezuela, est prévu le 17 et 18 septembre à Quito. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Cette semaine s'est attribué le mérite des travaux effectués par le gouvernement lors des inaugurations et des poses de première pierre effectuées. Aujourd'hui, le président de la République s'est rendu à des inaugurations et a visité des chantiers en cours dans la commune d'Ivat, district d'Ambujachi. Il s'agit pourtant de travaux effectués par le gouvernement précédent et qui ne font pas partie des projets présidentiels. Après 2 mois avant la tenue de l'élection présidentielle, une enquête effectuée par l'OCCRP a permis de découvrir que c'est durant le régime HVM que le trafic de bois de rose a atteint son paroxysme. Et enfin, au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle confirme la victoire d'Emmerson Mnangagwa. L'opposition contestait les résultats et l'ex-bras droit de Robert Mugabe est officiellement élu pour 5 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV.